J'ai confié mon bébé de 3 mois à ma belle-mère, persuadée qu'elle la garderait en sécurité pendant que j'allais lui préparer son biberon. Mais quand je suis revenue 10 minutes plus tard, je n'en croyais pas mes yeux. Ma fille hurlait d'une manière que je n'avais jamais entendue, son visage couvert de marques. Ma belle-mère se tenait là, calmement, disant qu'elle n'arrêtait pas de pleurer, alors il avait fallu qu'elle lui donne une leçon. Ma belle-sœur était sur son téléphone, en train de rire. Et mon mari, il a tout vu depuis l'embrasure de la porte et n'a pas levé le petit doigt. Au lieu de ça, il a dit, « N'exagère pas. Elle va bien. » J'ai attrapé mon bébé et je l'ai emmené d'urgence à l'hôpital. Je m'appelle Charlotte, et voici l'histoire de comment j'ai perdu tout ce que je croyais être ma vie, pour finalement découvrir que je vivais un cauchemar déguisé en rêve. Tout a commencé un jeudi ordinaire de septembre. Ma fille, Grace, avait 3 mois, et j'étais submergée par l'épuisement qui accompagne la nouvelle maternité. Ces premières semaines avaient été un tourbillon de nuits blanches et de tétées sans fin, mais j'aimais chaque seconde passée avec ma petite fille. Elle avait ses yeux noisettes brillants qui semblaient lire en moi, et quand elle souriait, mon monde entier s'illuminait. Mon mari, Marcus, et moi étions mariés depuis 4 ans. Nous nous étions rencontrés à l'université, à Michigan State, où il étudiait le commerce et moi, le design graphique. Il venait d'une famille riche, le genre de fortune qui finance des ailes d'hôpitaux et donne le nom de votre grand-père à des rues. Sa mère, Patricia, s'assurait que tout le monde connaisse la place prépondérante de la famille dans la société de Détroit. Elle portait son statut comme une armure, et dès l'instant où Marcus nous a présentés, j'ai tout de suite senti qu'elle me jugeait indigne de son précieux fils. Patricia avait un avis sur tout. Ma façon de m'habiller était trop décontractée. Ma carrière était mignonne, mais pas sérieuse. Ma famille, qui tenait une petite boulangerie à Ann Arbor, manquait de sophistication. Elle ne disait jamais ces choses directement, mais ses commentaires portaient toujours une pique enrobée de sucre. Marcus en riait, me disant que sa mère était simplement de la vieille école, qu'elle finirait par s'adoucir. Je voulais le croire, parce que je l'aimais. Et l'amour vous fait ignorer des signaux d'alarme gros comme des maisons. Quand je suis tombée enceinte, le comportement de Patricia a changé. Soudain, j'étais digne d'attention parce que je portais son petit enfant. Elle appelait tous les jours pour me donner des conseils que je n'avais jamais demandés. Elle débarquait à l'improviste avec des sacs remplis de vêtements de marque pour bébé et commençait à planifier l'avenir de Grace avant même sa naissance. Marcus trouvait ça adorable. Je me sentais étouffée, mais je gardais le silence, car faire des vagues semblait pire que de supporter ces intrusions. Le jour où tout s'est effondré, Patricia avait appelé ce matin-là, insistant sur le fait qu'elle devait voir Grace. Elle prétendait que sa dernière visite remontait à trop longtemps, bien qu'elle soit venue chez nous 3 jours plus tôt. Marcus m'a encouragée à la laisser venir, disant que sa mère voulait simplement créer un lien avec sa petite fille. Contre mon intuition, j'ai accepté. Sa sœur, Véronica, venait aussi, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Véronica avait 31 ans, 2 ans de plus que Marcus, et était perpétuellement aigrie par sa propre vie. Elle avait traversé un divorce difficile l'année précédente et semblait prendre plaisir aux problèmes des autres. Elle et Patricia avaient une relation étrange, plus proche de peste que de mère et fille, toujours à chuchoter et à ricaner aux dépens de quelqu'un. J'avais déjà été la cible de leurs moqueries, surprenant des commentaires sur mon corps postpartum et mes difficultés avec l'allaitement. Marcus m'avait dit que j'étais trop sensible quand j'en avais parlé. Elles sont arrivées vers 14 heures. Patricia est entrée, vêtue d'un tailleur pantalon crème qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture, et s'est immédiatement dirigée vers Grace sans même demander. Je tenais ma fille, profitant d'un rare moment de calme où elle n'était pas grognon. Mais Patricia l'a arrachée de mes bras comme si j'étais une simple employée. Laisse mamie prendre son précieux ange, a roucoulé Patricia, se dirigeant déjà vers le salon. Véronica a suivi, m'ignorant à peine alors qu'elle faisait défiler son téléphone. Je suis restée dans l'entrée, me sentant mise à l'écart dans ma propre maison. Grace a commencé à s'agiter après environ 20 minutes. C'était l'heure de son biberon, et je reconnaissais à ses pleurs particuliers qu'elle commençait à avoir faim. Je me suis avancée pour la reprendre, mais Patricia m'a repoussée d'un geste irrité.
Je sais m'occuper d'un bébé qui pleure, Charlotte. J'ai élevé 2 enfants, tu te souviens? Va chauffer son biberon ou ce que tu as à faire. On se débrouille ici. Quelque chose s'est tordu dans mon estomac, un instinct qui hurlait que je ne devais pas laisser Grace seule avec elle. Mais je l'ai refoulé, me disant que j'étais paranoïaque et surprotectrice. C'étaient les membres de la famille de Marcus, la grand-mère et la tante de Grace. Que pouvait-il bien arriver pendant les 10 minutes qu'il me faudrait pour préparer son biberon? Je suis allée à la cuisine, qui se trouvait juste au bout du couloir du salon. Notre maison avait un plan ouvert, mais on ne pouvait pas vraiment voir le salon depuis le comptoir où je me tenais. J'entendais les pleurs de Grace s'intensifier, atteignant cette hauteur particulière qui signifiait qu'elle était vraiment contrariée maintenant. J'ai fait vite, testant la température du lait sur mon poignet, comme le pédiatre me l'avait montré. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Un bruit sec, comme une claque, suivi du hurlement de Grace. Pas ses pleurs habituels, mais quelque chose de primal et de terrifié qui m'a glacé le sang. J'ai laissé tomber le biberon sur le comptoir et j'ai couru. La scène dans le salon n'avait aucun sens au début. Mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que mes yeux voyaient. Grace était dans les bras de Patricia. Son petit visage était rouge vif et couvert de zébrures violacées sur les 2 joues. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle poussait des cris que je n'avais jamais entendus, un son de pure terreur et de douleur. Patricia se tenait là avec une expression calme, presque satisfaite, comme si elle venait d'accomplir une tâche nécessaire. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les mots sont sortis étranglés. Je me suis précipitée et j'ai arraché Grace des bras de Patricia, berçant mon bébé contre ma poitrine. Le petit corps de Grace tremblait alors qu'elle sanglotait, et je pouvais voir d'autres marques sur ses bras. Des empreintes de doigts rouges, des ecchymoses déjà en formation. Elle n'arrêtait pas de pleurer, a dit Patricia d'un ton neutre, lissant son tailleur pantalon comme si nous parlions de la météo. Parfois, les bébés doivent apprendre que faire des crises ne leur donne pas ce qu'ils veulent. J'ai dû lui donner une leçon. Véronica était assise sur le canapé, riant de quelque chose sur son téléphone, complètement indifférente aux cris de Grace. Elle a levé les yeux brièvement quand j'ai commencé à crier. Lui donner une leçon? Elle a 3 mois. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je tremblais maintenant, la rage et l'horreur se mélangeant en quelque chose de volcanique. Je me suis tournée vers le couloir où j'avais entendu des pas. Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte, et le soulagement m'a envahi. Il allait arranger ça. Il verrait ce que sa mère avait fait et perdrait la tête. Mais Marcus est resté là. Son visage était pâle, ses mains dans ses poches, et il a regardé le visage rouge et baigné de larmes de Grace avec une sorte d'agacement. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé, bien qu'il ait dû tout entendre. « Ta mère a frappé notre bébé. Regarde son visage. » J'ai légèrement tendu Grace pour qu'il puisse voir clairement les marques. Marcus a jeté un coup d'œil à sa mère, qui lui a lancé un regard que je n'ai pas pu déchiffrer. Puis il s'est tourné vers moi avec de l'exaspération dans les yeux. « N'exagère pas, Charlotte. Elle va bien. Les bébés pleurent. Ma mère sait ce qu'elle fait. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Cet homme que j'avais épousé, en qui j'avais confiance et avec qui j'avais construit une vie, regardait notre nourrisson blessé et me disait que j'exagérais. Dans l'embrasure de la porte derrière lui, je pouvais voir qu'il était là depuis un moment. Il avait vu ce qui s'était passé. Il avait regardé sa mère faire du mal à notre enfant et n'avait rien fait. Elle ne va pas bien, ma voix s'est brisée. Regarde là. Patricia s'est approchée, sa voix dégoulinant de condescendance. Tu es hystérique. Je lui ai donné une petite tape pour qu'elle arrête de pleurer. C'est ce que les parents faisaient à ma génération, et nous nous en sommes tous très bien sortis. Vous, les milléniaux, vous couvez les enfants et vous créez des adultes faibles. Dehors, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. Sortez de ma maison. Tout de suite. Charlotte, calme-toi, a commencé Marcus. Mais je l'ai interrompu. Non. Ta mère a agressé notre bébé, et tu la défends. Vous devez partir tous les deux. Véronica a finalement levé les yeux de son téléphone en roulant des yeux. Mon Dieu, tu es tellement dramatique.
Ce ne sont que quelques marques rouges. Elles vont disparaître. Je ne pouvais plus respirer. Les murs se refermaient sur moi et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était d'emmener Grace en lieu sûr. J'ai attrapé mon sac à main sur la console de l'entrée, tenant toujours mon bébé hurlant, et je me suis dirigé vers la porte. « Où vas-tu » a crié Marcus derrière moi. « À l'hôpital. Et ensuite, probablement à la police. »« Tu vas appeler les flics sur ma mère pour ça ?» La voix de Marcus s'est élevée, incrédule. Je me suis retournée pour le regarder, cet étranger qui portait le visage de mon mari. Oui. Le trajet jusqu'aux urgences a été les 15 minutes les plus longues de ma vie. Grace n'arrêtait pas de pleurer, et je la regardais sans cesse dans le rétroviseur, la terreur me nouant la gorge. Et si Patricia l'avait blessée plus gravement que je ne pouvais le voir? Et s'il y avait des dommages internes? Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Le personnel des urgences nous a pris en charge immédiatement quand ils ont vu le visage de Grace. Une infirmière aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants a pris délicatement ma fille de mes bras et a disparu derrière un rideau tandis qu'une autre infirmière me posait des questions à la chaîne. Qu'est-il arrivé? Quand? Qui a fait ça? J'ai répondu à travers mes larmes, ma voix fonctionnant à peine. Le docteur Samantha Chen est apparu en quelques minutes. Elle était jeune, probablement de mon âge, avec ses cheveux noirs tirés en une queue de cheval soignée. Elle a examiné Grace minutieusement pendant que je restais là, sentant que j'allais me briser en 1 million de morceaux. L'examen a semblé durer des heures, bien qu'il n'ait probablement duré que 20 minutes. Quand le docteur Chen s'est finalement tourné vers moi, son expression m'a glacé le sang. Elle a eu un hoquet de surprise. A littéralement reculé d'un pas et son sang-froid professionnel s'est fissuré. « Prévenez les autorités immédiatement », a-t-elle dit à l'infirmière, sa voix tranchante et urgente. Puis elle s'est tournée vers moi, les yeux remplis d'un mélange de pitié et d'horreur. « Madame Patterson, ce ne sont pas juste des marques de gifles. Ce sont des brûlures. » La pièce s'est mise à tourner. « Quoi ? Votre fille a des brûlures au 1er et au 2e degré sur le visage et les bras. Le motif suggère des cigarettes. Plusieurs cigarettes. J'ai cru que j'allais vomir. Mes jambes ont flanché et je me suis effondrée sur la chaise en plastique derrière moi. Non, non, ce n'est pas possible. Je ne suis partie que 10 minutes. Elle pleurait et Patricia a dit qu'elle devait lui donner une leçon, mais je n'ai vu aucune cigarette. J'aurais senti la fumée. Le docteur Chen s'est agenouillé devant moi, sa main sur mon genou. Combien de temps êtes-vous sorti de la pièce? 10 minutes, peut-être moins. Je suis allée chercher son biberon. Quelqu'un a brûlé votre bébé, Madame Patterson. Plusieurs fois. C'est de la maltraitance grave et je suis légalement tenue de le signaler. La police est déjà en route. Tout ce qui a suivi s'est déroulé par fragments. Des policiers arrivant, me posant les mêmes questions encore et encore. Une détective nommée Sarah Montgomery, aux yeux fatigués et à la voix douce, prenant ma déposition. Les services sociaux s'impliquant. Grace admise pour la nuit en observation. Moi, assise sur cette chaise d'hôpital inconfortable pendant qu'il traitait les brûlures de mon bébé, incapable de réaliser que tout cela arrivait vraiment. Marcus est arrivé vers 19h. Il avait appelé mon téléphone 37 fois, mais je l'avais éteint après la première douzaine. Il m'a trouvé dans la chambre d'hôpital de Grace, où elle dormait enfin d'un sommeil agité dans le berceau en plastique, des pansements sur son petit visage. « Charlotte, il faut qu'on parle de ça », a-t-il dit, sa voix basse et urgente. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai à peine reconnu cette personne. « Parler de quoi ? Du fait que ta mère a torturé notre petite fille ? Du fait que tu as vu ce qui se passait et que tu n'as rien fait ? » Il a passé une main dans ses cheveux blonds, un geste nerveux que je trouvais autrefois attachant. « Tu prends ça de manière totalement disproportionnée. Ma mère a fait une erreur. Elle se sent terriblement mal. Elle a brûlé Grace avec des cigarettes, Marcus. Plusieurs cigarettes, pendant que ta sœur était assise là, sur son téléphone, à rire, pendant que tu te tenais dans cette embrasure de porte et que tu regardais. Son visage est devenu rouge. Je n'ai rien vu.
J'ai juste entendu des pleurs. Quand je suis entrée, tu étais déjà en train de paniquer. Menteur. Le mot est sorti, plat et certain. Tu étais juste là. Je t'ai vu. La police veut parler à ma mère, a-t-il dit, changeant de tactique. Tu dois leur dire que tout ça est un malentendu. Que Grace a peut-être eu une réaction allergique ou quelque chose comme ça. Je me suis levée lentement, gardant ma voix basse pour ne pas réveiller Grace. Es-tu sérieusement en train de me demander de mentir à la police sur qui a blessé notre bébé? Je te demande de penser à notre famille, à ce que cela va nous faire, à la réputation de ma mère. Elle est au conseil d'administration de 3 œuvres de charité. Ce genre de scandale pourrait la détruire. Elle aurait pu tuer Grace. La mâchoire de Marcus s'est crispée. Tu es hystérique. Ma mère ne ferait jamais vraiment de mal à un bébé. Peut-être qu'elle a été un peu brusque, mais tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Sors, ai-je dit doucement. Charlotte. Sors, avant que j'appelle la sécurité. Tu as fait ton choix. Tu as choisi ta mère plutôt que notre fille. Je ne te le pardonnerai jamais. Il est parti, mais pas avant de me dire que je regretterais ça, que je déchirais notre famille pour rien. Je me suis rassise à côté du berceau de Grace, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, et j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus rien. L'enquête a progressé rapidement. Le rapport du docteur Chen était accablant, et les preuves photographiques des blessures de Grace étaient irréfutables. Patricia a été arrêtée le lendemain matin à son domicile. Véronica a été interrogée en tant que témoin, mais a affirmé qu'elle était tellement absorbée par son téléphone qu'elle n'avait rien remarqué d'inhabituel. Les registres de messages textes extraits de son téléphone racontaient une autre histoire. Elle avait envoyé des SMS à son amie Karen tout au long de l'incident. Des messages qui disaient des choses comme « OMG, Patricia est en train de devenir complètement folle avec le bébé, c'est dingue. Je devrais filmer ça. » Elle avait regardé sa mère brûler mon bébé avec des cigarettes et avait trouvé ça divertissant. Marcus a engagé un avocat coûteux pour Patricia quelques heures après son arrestation. Il a également demandé la garde d'urgence de Grace, prétendant que j'étais une mère inapte qui avait porté de fausses accusations pour aliéner sa famille. L'audace de la chose m'a coupé le souffle. J'ai engagé ma propre avocate, une femme féroce nommée Diana Pratt, spécialisée en droit de la famille, qui a jeté un coup d'œil au dossier de l'hôpital avant de me promettre qu'elle s'assurerait que Marcus n'ait plus jamais accès à Grace sans surveillance. Les mois suivants ont été un enfer. Patricia a été inculpée de maltraitance aggravée sur enfant et de voies de fait. Marcus a demandé le divorce et la bataille pour la garde est devenue vicieuse. L'argent de sa famille signifiait qu'il pouvait se permettre de faire traîner les choses, déposant requête sur requête, essayant de me dépeindre comme instable et vengeresse. Son avocat a soutenu que j'avais moi-même causé les blessures de Grace et que j'en avais accusé Patricia. Ils ont fait venir des témoins experts qui ont suggéré que les brûlures auraient pu être accidentelles, que j'avais peut-être renversé du café chaud sur elle ou que je l'avais laissée trop près d'un radiateur d'appoint. Pendant ce cauchemar, j'ai découvert à quel point la famille de Marcus était calculatrice. Son père, Gerald Patterson, était un avocat d'affaires qui avait bâti sa carrière en écrasant ses adversaires au tribunal. Il a personnellement supervisé la stratégie visant à détruire ma crédibilité, engageant des détectives privés pour fouiller toute ma vie, à la recherche de tout ce qu'ils pourraient instrumentaliser. Ils ont trouvé ma colocataire d'université, qui se souvenait m'avoir vu ivre à une fête une fois. Ils ont contacté mon petit ami du lycée qui a affirmé que j'avais été émotionnellement instable après notre rupture quand j'avais 17 ans. Ils ont même retrouvé un professeur qui m'avait donné un devoir en première année, essayant d'établir un schéma de mon incapacité à gérer la critique. Les enquêteurs me suivaient partout. Je voyais la même voiture garée devant la boulangerie de mes parents, le même homme en lunettes de soleil à l'épicerie. Ils m'ont photographié l'air épuisé, me surprenant les jours où je ne m'étais pas douché ou où j'avais pleuré. Ces photos ont été soumises au tribunal comme preuve que je négligeais mon apparence et donc probablement Grace. Mon avocate, Diana, était furieuse, déposant des plaintes pour harcèlement, mais le mal était déjà fait. L'équipe juridique de Marcus a assigné à comparaître mes dossiers médicaux,
trouvant une séance de thérapie datant de 2 ans avant la naissance de Grace, où j'avais mentionné me sentir dépassée au travail. Ils ont transformé cela en preuve de problèmes de santé mentale à long terme. Ils ont exigé mes relevés téléphoniques, mes mots de passe de réseaux sociaux, l'accès à mes comptes de messagerie. Chaque moment privé, chaque confession vulnérable à des amis, chaque émotion humaine que j'avais jamais exprimée a été disséquée et présentée comme la preuve que j'étais inapte. La pression financière était écrasante. Diana était chère, et bien qu'elle ait cru en mon cas au point de travailler sur une base de contingence partielle, je lui devais encore des milliers de dollars d'avance. Mes parents ont contracté une deuxième hypothèque sur la boulangerie pour m'aider. J'ai dû vendre ma voiture et conduire la vieille camionnette de mon père. Grace avait besoin d'une crème spécialisée pour ses brûlures que l'assurance ne couvrait que partiellement. Je prenais tous les contrats de design que je pouvais trouver tout en passant des heures chaque jour à gérer la paperasse juridique, les dates de tribunal et les dépositions. Pendant ce temps, Marcus se présentait au tribunal dans des costumes à $1000, ses parents le flanquant comme des rois. L'image était terrible. Il avait l'air stable et prospère. J'avais l'air hâve et désespéré. Sa mère, Patricia, était assise sur le banc des accusés lors de ses audiences préliminaires, ressemblant à la douce grand-mère de quelqu'un, vêtue de pastel doux avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Elle tamponnait ses yeux avec des mouchoirs, jouant le rôle de la victime accusée à tort de manière si convaincante que j'ai vu les expressions des jurés s'adoucir de sympathie. Le pire, c'est la façon dont la famille Patterson a essayé de retourner mes propres parents contre moi. Gérald a abordé mon père devant le palais de justice un jour, suggérant que si je retirais les charges et acceptais la garde partagée, il s'assurerait que ma famille soit prise en charge. Quand mon père a refusé, soudain, l'inspecteur de la santé a commencé à se présenter à la boulangerie toutes les 2 semaines, trouvant des infractions qui n'avaient jamais été des problèmes auparavant. La ville a menacé de révoquer leur licence commerciale pour des détails administratifs qui sont apparus de nulle part. Ma mère a reçu des lettres anonymes me traitant de menteuse et proférant des menaces de violence. Quelqu'un a vandalisé la voiture de mes parents, peignant à la bombe le mot menteuse sur le capot. La police a enquêté mais n'a jamais pu prouver qui l'avait fait. Bien que j'ai eu mes soupçons. Les Patterson avaient des relations dans tout Détroit. Des gens qui leur devaient des faveurs. Des gens qui pouvaient faire apparaître et disparaître des problèmes. Au milieu de tout cela, je devais maintenir un sang-froid parfait lors des évaluations de garde. Un psychologue mandaté par le tribunal, le docteur Frank Morrison, est venu chez mes parents où Grace et moi vivions pour observer nos interactions. C'était un homme sévère d'une 60aine d'années qui avait clairement vu trop de batailles pour la garde. Il m'a regardé nourrir Grace, m'a regardé changer sa couche, m'a posé des questions sur ma philosophie parentale tout en prenant des notes sur un bloc-notes jaune dont le grattement me faisait grincer des dents. Chaque mouvement me semblait scruté. Est-ce que je tenais Grace correctement? Étais-je trop anxieuse? Pas assez anxieuse? Le docteur Morrison m'a interrogé sur ma relation avec Marcus, sur mon enfance, sur mes sentiments envers Patricia. J'ai répondu prudemment, essayant de paraître rationnelle et mesurée tout en décrivant la femme qui avait torturé ma petite fille. Il n'a rien laissé paraître dans son expression, continuant simplement à écrire ses notes exaspérantes. Le rapport d'évaluation a pris 6 semaines. Pendant ce temps, Marcus a obtenu des visites supervisées dans un lieu neutre. Je devais amener Grace dans ce bâtiment déprimant aux murs beige et aux jouets en plastique bon marché, la remettre à Marcus pendant qu'un travailleur social regardait, puis m'asseoir dans le parking pendant 2 heures en imaginant les pires scénarios. Et s'il s'enfuyait avec elle? Et si le travailleur social ne faisait pas attention? Et si quelque chose arrivait? Grace revenait de ses visites collantes et contrariées, mettant des heures à se calmer. Elle était trop jeune pour me dire ce qui n'allait pas, mais je pouvais voir l'anxiété dans son petit corps. Marcus s'est plaint au tribunal que je la montais contre lui, que mon hostilité évidente lors des échanges la traumatisait. Il a demandé du temps de rattrapage, des visites supplémentaires, un accès non supervisé. Chaque demande me plongeait dans une spirale de panique que je devais cacher à tout le monde autour de moi. Diana me prépara pour le procès de Patricia avec l'intensité d'un général planifiant une campagne militaire.
Nous avons passé des heures à revoir mon témoignage, anticipant chaque question que la défense pourrait poser, chaque façon dont il pourrait essayer de me piéger ou de me faire paraître peu fiable. Elle a fait appel à une consultante qui avait travaillé avec le FBI pour m'aider à comprendre comment les avocats de la défense manipulent les témoins. Ils vont essayer de vous mettre en colère, m'a dit la consultante, une femme nommée Teresa Banks, lors d'une de nos sessions. Ils sous-entendront que vous êtes une mauvaise mère, que vous avez causé les blessures, que vous mentez pour attirer l'attention ou par vengeance. Votre travail est de rester calme, de vous en tenir aux faits et de ne jamais les laisser vous voir perdre le contrôle. Mais comment rester calme quand quelqu'un vous traite de menteuse au sujet de votre bébé qui a été brûlé? Comment garder son sang-froid quand on suggère que vous êtes mentalement instable? Quand on déforme vos propos? Quand on défend le monstre qui a blessé votre enfant? Nous nous sommes entraînés pendant des semaines. Diana jouait l'avocat de la défense, me lançant des questions horribles pendant que Teresa critiquait mon langage corporel et mon ton. Ne croisez pas les bras. Ça a l'air défensif. Ne regardez pas le jury quand vous répondez. Regardez l'avocat. Faites une pause avant de répondre. Cela vous donne l'air réfléchi plutôt que de réciter. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, mais ne devenez pas hystérique. J'avais l'impression de me préparer pour une bataille, ce qui, je suppose, était le cas. Ce procès déterminerait si Patricia ferait face à de réelles conséquences ou s'en tirerait avec une peine minimale. Si elle s'en sortait bien, Marcus l'utiliserait comme munition dans la bataille pour la garde, preuve que les allégations étaient exagérées. Les audiences préliminaires ont été brutales. L'avocat de Patricia, un requin nommé Ronald Biederman qui s'était fait un nom en défendant des criminels en col blanc, a déposé requête sur requête pour faire rejeter des preuves. Il a soutenu que les messages textes de Veronica devaient être exclus car ils étaient sortis de leur contexte. Il a essayé d'empêcher le docteur Chen de témoigner, affirmant que sa réaction émotionnelle aux blessures de Grace montrait un parti pris. Il a même tenté de faire déclarer les photographies des brûlures de Grace trop préjudiciables pour être montrées au jury. Diana a combattu chaque requête, mais nous avons perdu quelques batailles. Le juge a statué que certaines déclarations que j'avais faites à la police immédiatement après l'incident ne pouvaient pas être utilisées car j'avais été trop bouleversée émotionnellement pour qu'elles soient considérées comme fiables. Peu importe que j'ai été bouleversée parce que mon bébé venait d'être torturé. Apparemment, une détresse extrême vous rend moins crédible, pas plus. Au milieu de tout cela, j'ai vu Marcus se transformer en quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Ou peut-être avait-il toujours été cette personne, et j'avais été trop amoureuse pour le voir clairement. Il a donné une interview à une chaîne d'information locale, soigneusement choisie pour sa couverture sympathique des accusés blancs, où il a joué le rôle du fils dévasté soutenant sa mère accusée à tort. Ma femme a des difficultés depuis la naissance de notre fille, a-t-il dit à la caméra, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Je pense qu'elle souffre peut-être de dépression postpartum, et au lieu de chercher de l'aide, elle a créé cette histoire élaborée pour expliquer un accident. J'aime Charlotte, mais elle a besoin d'une aide professionnelle, et ma mère est devenue le bouc émissaire de ses difficultés. L'intervieweuse, une femme blonde avec trop de lac, a fait preuve d'empathie, hochant la tête avec sympathie. Ce doit être difficile d'être pris entre votre mère et votre femme. Ça détruit notre famille, a convenu Marcus. J'ai jeté une tasse de café sur l'écran de télévision en l'entendant dire ça. Ma mère est arrivée en courant, me trouvant par terre, entourée d'éclats de verre, pleurant si fort que je ne pouvais plus respirer. Mais l'épreuve était accablante. Le motif des brûlures, leur emplacement, l'âge de Grace, la chronologie des événements. Le docteur Chen a témoigné de l'impossibilité que les blessures soient accidentelles. Les messages textes de Veronica, même si elle a essayé de prétendre que c'était des blagues, soutenaient ma version des faits. Le fait que Marcus ait été dans l'embrasure de la porte, qu'il ait essayé de me convaincre de ne pas le signaler, le faisait paraître complice. Le procès de Patricia a eu lieu au printemps suivant. J'ai dû témoigner, j'ai dû m'asseoir dans cette salle d'audience et revivre le pire jour de ma vie pendant que Patricia était assise à la table de la défense, l'air digne et lésé. Son avocat m'a dépeinte comme une jeune mère souffrant de dépression postpartum qui avait halluciné tout l'événement. Ils ont évoqué chaque fois que j'avais exprimé ma frustration face à la maternité sur les réseaux sociaux.
Chaque texto où je me plaignais d'être fatiguée, chaque moment de lutte humaine normale et l'ont transformé en preuve d'instabilité mentale. Mais le jury a vu clair dans leur jeu. Ils ont délibéré pendant moins de 4 heures avant de déclarer Patricia coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamnée à 12 ans de prison, qualifiant ses actes d'inconscionnables et de trahison de la responsabilité humaine la plus fondamentale. J'ai vu le visage de Marcus s'effondrer alors que sa mère était emmenée menottée, et je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Le divorce a été finalisé peu de temps après. J'ai obtenu la garde exclusive de Grace, Marcus ne bénéficiant que de visites supervisées, bien qu'il les utilise rarement. Il me reprochait tout, d'avoir détruit la vie de sa mère, d'avoir ruiné la réputation de sa famille. La dernière chose qu'il m'a dite, c'est que je paierais pour ce que j'avais fait. Reconstruire ma vie a pris du temps. J'ai déménagé à Ann Arbor, près de mes parents et de la boulangerie où j'avais grandi. Mes parents ont été ma bouée de sauvetage pendant ces mois sombres, m'aidant avec Grace, s'assurant que je mangeais et dormais et que je ne disparaissais pas dans le traumatisme. Grace s'est remise physiquement, bien que les cicatrices sur son visage aient mis des mois à s'estomper. Je m'inquiétais constamment des dommages psychologiques, de ce que ces minutes de terreur auraient pu faire à son cerveau en développement. Mais son pédiatre m'a assuré qu'à 3 mois, elle n'en garderait probablement aucun souvenir conscient. La première année après l'effondrement de tout a été un mode de survie. Je vivais dans ma chambre d'enfant avec le berceau de Grace coincé dans un coin, entouré des posters et des livres de mon adolescence. Avoir 28 ans et être de retour chez mes parents ressemblait à un échec, même si rationnellement je savais que je faisais ce qui devait être fait. Ma mère venait me réveiller pour les tétées nocturnes de Grace parce que je dormais à travers ses pleurs, mon corps si épuisé par le stress qu'il s'éteignait complètement. Mes parents ne se sont jamais plaints, ne m'ont jamais fait sentir comme un fardeau, mais je le ressentais quand même. J'ai entendu mon père au téléphone avec la banque discuter des plans de paiement pour l'hypothèque qu'ils avaient contracté pour m'aider avec mes frais juridiques. J'ai vu les mains de ma mère trembler alors qu'elle remplissait les papiers pour une autre inspection sanitaire à la boulangerie, la 3e ce mois-là. Les Patterson faisaient peut-être face à la justice, mais ils avaient réussi à blesser tous ceux que j'aimais dans le processus. Reprendre mon travail de graphiste a été plus difficile que prévu. Mon portfolio était dépassé, mes compétences rouillées après des mois passés à me concentrer uniquement sur les batailles juridiques et à maintenir Grace en vie. J'ai accepté de petits projets, des créations de logos pour des entreprises locales, des mises à jour de sites web pour des amis de la famille qui voulaient aider. L'argent était minime, à peine suffisant pour couvrir les frais médicaux de Grace et les franchises pour mes séances de thérapie. J'ai commencé une thérapie avec le Dr Hélène Ortega, une spécialiste des traumatismes qui travaillait avec des survivants d'abus depuis 20 ans. Son cabinet se trouvait dans une maison reconvertie près de l'université, pleine de plantes et d'un éclairage doux censé être apaisant. Les premières séances, je ne pouvais pas parler sans pleurer. Je m'asseyais sur son canapé beige avec des mouchoirs en boule dans mes poings, essayant d'expliquer la culpabilité qui me rongeait constamment. Je l'ai laissé seul avec eux, ai-je dit au docteur Ortega lors de notre 4e session. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mes instincts me hurlaient dessus et je les ai ignorés parce que je ne voulais pas paraître paranoïaque ou surprotectrice. Le docteur Ortega s'est penché en avant, ses yeux sombres et compatissants derrière des lunettes à monture métallique. Charlotte, vous avez laissé votre bébé avec sa grand-mère pendant 10 minutes pour préparer un biberon. Ce n'est pas de la négligence. C'est un comportement parental normal. Vous n'auriez pas pu prédire ce que Patricia ferait, parce que les gens normaux ne brûlent pas les nourrissons avec des cigarettes. Mais la logique n'atteignait pas la culpabilité. Elle vivait dans ma poitrine comme une pierre, lourde et froide, me rappelant constamment que j'avais échoué à protéger Grace quand elle en avait le plus besoin. Je me réveillais à 3 heures du matin en panique, me précipitant vers son berceau pour m'assurer qu'elle respirait, qu'elle était en sécurité, que personne n'était entré dans la maison pour lui faire du mal à nouveau. Les cauchemars étaient incessants. Je retournais dans ce salon encore et encore. Mais dans les rêves, j'étais toujours trop tard. Grace était silencieuse et immobile et Patricia souriait. Ou Marcus était là, la tenant, s'éloignant pendant que je criais sans pouvoir bouger. Ou la pièce était en feu et je ne pouvais pas l'atteindre à travers les flammes. Je me réveillais en suffoquant,
trempée de sueur, et je devais toucher physiquement Grace pour me convaincre qu'elle était réelle et en sécurité. Le docteur Ortega m'a diagnostiqué un TSPT et m'a mise sous traitement pour m'aider avec l'anxiété et les pensées intrusives. Les pilules m'ont rendue brumeuse au début, comme si je me déplaçais dans l'eau, mais finalement elles ont atténué la panique constante. Je pouvais fonctionner, me concentrer sur Grace au lieu d'être paralysée par la peur à chaque instant. Pourtant, je l'observais de manière obsessionnelle à la recherche de signes de problème. Chaque pleur me plongeait en mode panique, analysant la hauteur et la durée, essayant de déterminer si c'était de l'agitation normale de bébé ou quelque chose de plus sinistre. Pleurait-elle plus que les autres bébés? Établissait-elle un lien affectif correct avec moi? Ce qui lui était arrivé causerait-il des retards de développement ou des problèmes d'attachement? Son pédiatre, le docteur Nathan Brox, était patient avec mes angoisses. C'est lui qui avait vu Grace pour son premier bilan après sa sortie de l'hôpital, et il avait lu tout le rapport médical. Il comprenait pourquoi j'appelais son cabinet 3 fois par semaine avec des questions qui semblaient probablement ridicules aux parents dont les bébés n'avaient pas été torturés. Grace s'épanouit, m'a-t-il dit lors de son bilan des 6 mois, me montrant la courbe de croissance où elle se situait solidement dans le 60e percentile pour la taille et le poids. Elle atteint toutes ses étapes de développement. Elle est sociable, réceptive et clairement attachée à vous. Ce qui lui est arrivé était horrible, Charlotte, mais elle va s'en sortir. Je voulais le croire. La plupart du temps, je pouvais presque m'en convaincre, mais ensuite Grace sursautait à un bruit soudain ou mettait plus de temps que d'habitude à se calmer après avoir pleuré, et je plongeais dans une panique à l'idée que Patricia avait brisé quelque chose de fondamental chez ma fille que nous ne pouvions pas encore voir. Les visites supervisées avec Marcus se poursuivaient mensuellement, comme ordonné par le tribunal, malgré mes objections. Chacune était une torture. Le centre de visite était un endroit sinistre du centre-ville de Détroit, financé par des subventions et doté d'un personnel de travailleurs sociaux surmenés qui supervisait plusieurs familles à la fois. La salle de jeu contenait des jouets donnés, usés et auxquels il manquait des pièces, des dessins au crayon sur les murs laissés par d'innombrables enfants pris dans des litiges de garde. Marcus se présentait exactement à l'heure, habillé de manière décontractée en jean de marque et basket cher, comme s'il s'agissait d'une simple visite père-fille et non d'un contact ordonné par le tribunal et supervisé. Il prenait Grace de mes bras, et je le voyais grimacer légèrement en voyant les cicatrices sur son visage, celles que sa mère lui avait faites. Il ne les mentionnait jamais, ne reconnaissait jamais ce qui s'était passé, jouait simplement avec Grace pendant 2 heures pendant que je restais dans la salle d'attente, perdant la tête. Grace pleurait en le voyant, se tendant vers moi avec de petites mains désespérées. Le travailleur social notait cela dans son rapport, mais l'avocat de Marcus le tournait en preuve que j'aliénais Grace de son père. Je ne pouvais pas gagner. Si j'étais amicale pendant l'échange, je faisais semblant. Si j'étais froide, j'étais hostile et peu coopérative. Si Grace était contrariée, c'était ma faute. Si elle finissait par s'habituer à Marcus, il s'en servirait comme preuve qu'il méritait plus de temps avec elle. Après chaque visite, Grace était perturbée pendant des jours. Elle se réveillait en hurlant la nuit, avait besoin de plus de réconfort, était collante et anxieuse. Ma mère m'aidait à traverser ça, faisant les 100 pas avec Grace à 2 heures du matin pendant que j'étais assise à la table de la cuisine à ne rien regarder, me demandant comment cela pouvait être juste, correct ou acceptable de quelque manière que ce soit. Les amis de mon ancienne vie ont lentement disparu. Certains ne pouvaient pas supporter la lourdeur de ce que je traversais. D'autres croyaient à la version des faits de Marcus, ou du moins trouvaient plus facile de rester neutre et d'éviter le drame. Mon amie d'université, Bryn, qui avait été à mon mariage, m'a envoyé un texto disant qu'elle ne pouvait pas s'impliquer dans des conflits familiaux et pensait que je devrais essayer d'arranger les choses avec Marcus pour le bien de Grace. J'ai supprimé son numéro et ne lui ai plus jamais parlé. Mais j'ai aussi trouvé de nouvelles connexions. Il y avait un groupe de soutien pour les parents confrontés à des cas de maltraitance d'enfants qui se réunissaient chaque semaine dans un centre communautaire. Être assise dans ce cercle de chaises pliantes, à écouter d'autres mères et pères décrire leurs propres cauchemars, m'a fait me sentir moins seule. Ces gens comprenaient la culpabilité, la peur, la rage, l'épuisement. Ils comprenaient ce que c'était que d'avoir le système qui fonctionne à la fois trop lentement et trop vite, de faire face au jugement de personnes qui n'avaient jamais emprunté ce chemin.
Une femme nommée Stéphanie, dont l'ex-mari avait cassé le bras de leur fils, est devenue quelqu'un que je pouvais appeler à 3 heures du matin quand les crises de panique frappaient. Un père nommé Marcus, partageant ironiquement le nom de mon ex-mari, s'était battu contre ses propres parents pour la garde après qu'ils aient négligé sa fille. Ces gens sont devenus ma tribu, les seuls qui comprenaient vraiment ce que ce voyage exigeait. Je me suis lancé à corps perdu dans la création de la meilleure vie possible pour Grace. Malgré les circonstances, je n'avais pas beaucoup de moyens, mais j'ai rendu notre petit coin de la maison de mes parents douillet et sûr. J'ai peint les murs en lavande douce, accroché des rideaux avec des nuages et des étoiles, rempli l'espace de livres et de peluches. Le premier mot de Grace a été « Maman », et j'ai pleuré pendant 1 heure, le soulagement et la joie se mêlant. Ma carrière de graphiste s'était arrêtée pendant le chaos, mais je l'ai lentement reconstruite, travaillant à domicile et acceptant des projets en freelance. L'argent était rare, mais nous nous en sortions. Grace a commencé à montrer sa personnalité en grandissant. Cette petite fille féroce qui aimait les dinosaures et refusait de porter quoi que ce soit qui ne soit pas violet. Elle était intelligente et drôle et totalement inconsciente de la façon dont elle était devenue le centre d'une affaire criminelle avant même de pouvoir tenir sa propre tête. Je pensais que nous avions tourné la page. Je pensais que le pire était derrière nous. Puis, 5 ans et demi après ce terrible jeudi, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé à nouveau. C'était la détective Montgomery, la même femme qui avait pris ma déposition initiale. Sa voix était prudente, mesurée, alors qu'elle m'annonçait que Patricia était décédée en prison. Urgence médicale, complication d'un AVC. Elle avait purgé près de 6 ans de sa peine de 12 ans avant que son corps ne lâche. Elle était partie. J'aurais dû ressentir quelque chose. Du soulagement, peut-être, ou un sentiment de clôture. Au lieu de ça, je me sentais juste fatiguée. Mais ensuite, la détective Montgomery a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Charlotte, il y a autre chose. Nous enquêtions sur des irrégularités dans les affaires de votre ex-mari. Et au cours de cette enquête, nous avons trouvé quelque chose de troublant. Des fichiers vidéo du jour de l'incident, stockés sur l'ordinateur portable personnel de Marcus. Des fichiers dont nous ignorions l'existence. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quel genre de fichiers vidéo ? Marcus a enregistré ce qui s'est passé ce jour-là sur son téléphone. Tout. Nous avons trouvé les fichiers enfouis dans des dossiers cryptés lors de notre perquisition informatique de ses ordinateurs et appareils. Il a filmé sa mère en train de brûler votre fille avec des cigarettes. Il n'a jamais essayé de l'arrêter. N'a jamais appelé à l'aide. Il est juste resté là, dans cette embrasure de porte, à enregistrer sur son téléphone. La pièce a vacillé. Il avait des preuves vidéo depuis le début. Pendant le procès, pendant les audiences de garde, il l'avait enregistré sur son téléphone et l'avait caché à tout le monde. Il a crypté les fichiers et les a enfouis profondément dans son stockage personnel, a expliqué la détective Montgomery. Nous ne les avons trouvés que parce que notre équipe de police scientifique effectuait une recherche complète liée à l'affaire de fraude commerciale. Les métadonnées montrent qu'il l'a enregistré le jour de l'incident, puis l'a déplacé vers des dossiers cryptés cachés en quelques heures. Selon ces emails que nous avons maintenant récupérés, il le gardait comme une assurance contre sa mère. Si jamais elle menaçait de lui couper les vivres ou de changer son testament, il aurait un moyen de pression. Je ne pouvais pas parler. La trahison était si profonde que je ne trouvais pas de mots assez grands pour la contenir. Il y a plus, a continué la détective. La vidéo montre que sa sœur Véronica aidait activement Patricia. Elle n'était pas seulement sur son téléphone à ignorer ce qui se passait. Elle tendait les cigarettes à Patricia, les allumait pour elle. À un moment donné, on la voit dans le cadre, riant pendant que votre fille hurlait. Ce n'était pas seulement être témoin d'un crime ou un spectateur passif. Elle participait, assistant activement aux abus. Que va-t-il se passer maintenant, ai-je réussi à demander. Marcus est inculpé d'entrave à la justice, de falsification de preuves et de mise en danger d'enfants. Véronica est inculpée de complicité de maltraitance sur enfants. Le procureur pense qu'il pourrait également engager des poursuites pour complot. La vidéo est utilisée pour monter le dossier, et honnêtement, Charlotte, ça va les détruire tous les deux.
Les procès ont fait sensation dans les médias. La vidéo, bien que fortement éditée pour protéger l'identité de Grace, a fuité d'une manière ou d'une autre. Des gens à travers le pays ont regardé Patricia brûler méthodiquement un bébé de 3 mois pendant que son fils filmait et que sa fille aidait. L'indignation publique a été immédiate et écrasante. L'entreprise de Marcus s'est effondrée en quelques semaines. Les clients l'ont lâché, ses partenaires l'ont forcé à partir, et le nom de sa famille est devenu synonyme de mal. Veronica a perdu son emploi et est devenue pratiquement inemployable. La vidéo, bien que fortement éditée pour protéger l'identité de Grace avant d'être présentée au tribunal, la montrait riant et tendant des cigarettes à Patricia pendant qu'un bébé de 3 mois hurlait de terreur. Les détails qui ont fuité dans les médias ont suffi. Internet ne pardonne pas ce genre de choses. Ils ont tous les deux été condamnés. Marcus a écopé de 7 ans pour son rôle dans la dissimulation du crime et l'entrave à la justice. Veronica a écopé de 10 ans pour sa participation active aux abus. J'ai assisté aux 2 prononcés de peine et j'ai fait des déclarations de victimes détaillant exactement ce qu'ils nous avaient fait subir, à Grace et à moi. Quand Marcus a été condamné, il m'a regardé de l'autre côté de la salle d'audience avec tant de haine que j'ai presque sursauté. Mais j'ai soutenu son regard sans ciller jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Il avait fait ses choix. Maintenant, il allait vivre avec les conséquences. Les poursuites civiles ont suivi. J'ai poursuivi Marcus et la succession de sa famille pour dommages et intérêts au nom de Grace. Avec Patricia partie et décédée en prison, et avec Marcus et Veronica désormais des criminels condamnés faisant face à leur propre peine de prison et à des dettes juridiques croissantes, la fortune familiale qui avait semblé intouchable était soudainement vulnérable. Le père de Marcus, Gérald, était mort d'une crise cardiaque 2 ans plus tôt, et la succession était partagée entre les membres restants de la famille. Mon avocate, la brillante Diana Pratt, s'est attaquée à tous les actifs qu'il possédait. Nous avons obtenu un jugement de 8 millions de dollars à détenir en fiducie pour Grace jusqu'à ses 18 ans. La maison familiale de Marcus, celle que son grand-père avait construite, a été vendue aux enchères pour couvrir le jugement. Sa collection de voitures, disparue. Ses comptes d'investissement, vidés. Tout ce que cette famille avait construit sur 3 générations a disparu pour payer ce qu'ils avaient fait à mon bébé. J'ai utilisé une partie de l'argent du règlement pour créer une fondation soutenant les familles confrontées à des cas de maltraitance d'enfants. La fondation Grace Patterson fournit un soutien juridique, des services de thérapie et une aide financière aux parents menant des batailles similaires. C'était la seule façon pour moi de donner un sens à ce qui nous était arrivé. Grace a 6 ans maintenant. Les cicatrices physiques se sont presque complètement estompées. Juste la plus légère décoloration qui pourrait un jour disparaître complètement. Elle ne se souvient pas de ce jour-là. Ne se souvient pas de la cruauté de sa grand-mère ou de la trahison de son père. Pour elle, il n'y a que moi, ses grands-parents et notre petite mais féroce vie à Ann Arbor. Elle pose parfois des questions sur son père. Je lui dis des vérités simples, adaptées à son âge. Il a fait de mauvais choix. Il n'était pas sûr. Il ne fait plus partie de nos vies. Elle semble l'accepter, bien que je sache que des questions plus difficiles viendront en grandissant. Marcus écrit parfois des lettres de prison, que je garde dans un coffre-fort que Grace pourra lire un jour si elle le souhaite. Il prétend avoir trouvé Dieu, qu'il est désolé, qu'il était faible et manipulé par sa mère. Je ne réponds pas. Les excuses ne réparent pas ce qu'il a brisé, et Dieu pourra le juger le moment venu. La semaine dernière, l'école de Grace a appelé pour me dire qu'elle s'était opposée à un tyran qui s'en prenait à un enfant plus petit. Elle a dit au tyran que faire du mal aux gens qui ne peuvent pas se défendre faisait de vous un lâche. L'enseignante a dit qu'elle était si féroce et si sûre d'elle. Cette petite fille avec des chaussures violettes et des pinces à cheveux en forme de dinosaure, défendant quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'est là que j'ai su que nous allions nous en sortir. Grace était forte, non pas à cause de ce qui lui était arrivé, mais malgré cela. Elle grandissait en connaissant sa valeur, en sachant qu'il était important de protéger les plus vulnérables, en sachant qu'il faut s'élever contre l'injustice même quand c'est effrayant. Quant à moi, je suis toujours en train de guérir. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. J'ai encore des cauchemars parfois.
Je me réveille encore en panique en pensant que j'ai laissé Grace quelque part où elle n'est pas en sécurité. Mais surtout, je suis fière de ce que nous avons construit sur les cendres de ce jour terrible. J'ai protégé ma fille. Je me suis battue pour la justice même quand cela m'a tout coûté. Je me suis assurée que les personnes qui l'ont blessée en subissent les conséquences et j'ai transformé notre souffrance en quelque chose qui aide les autres. Cela doit compter pour quelque chose. Les gens me demandent parfois si je regrette quelque chose, si j'aurais aimé gérer les choses différemment. Ma réponse est toujours la même. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai fait confiance à Marcus pour protéger sa fille. J'ai fait confiance à Patricia pour se comporter comme un être humain normal. J'ai cru que la famille signifiait quelque chose pour eux au-delà de la réputation et du contrôle. Je ne referai pas ces erreurs. Grace ne fera pas ces erreurs. Nous savons maintenant que la vraie famille n'est pas une question de sang, de nom de famille ou de statut social. C'est une question de qui est là quand tout s'effondre. C'est une question de qui protège les vulnérables et se bat pour ce qui est juste, même quand cela coûte tout. Patricia est morte en prison. Marcus et Véronica purgent leur peine. Le nom de leur famille est ruiné, leur fortune disparue, leur héritage n'est plus qu'une histoire édifiante sur le privilège et la cruauté. Pendant ce temps, Grace s'épanouit, entourée de gens qui l'aiment sincèrement, devenant exactement le genre de personne féroce et compatissante dont le monde a besoin. C'est ça, ma vengeance. Pas les peines de prison ou la ruine financière, bien que cela ait certainement aidé. Ma véritable vengeance, c'est que Grace est heureuse, en sécurité et forte, complètement épargnée par leur toxicité. Ils ont essayé de la briser avant même qu'elle ne puisse parler, et au lieu de ça, elle s'épanouit. Ils voulaient lui donner une leçon, et à la fin, ce sont eux qui ont appris. On ne blesse pas l'enfant d'une mère pour s'en tirer indemne. On ne choisit pas la réputation plutôt que la sécurité d'un nourrisson sans conséquence. Ils ont parié que leur argent et leur statut les protégeraient de toute responsabilité, et ils ont tout perdu. J'ai gagné. Grace a gagné. Et c'est tout ce qui compte.